Bienvenue au mercredi Technothérapie. Et merci d'être présent avec nous. Ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes spectateur de nos webinaires. Donc, le sujet de cette semaine, ça va être l'autodéfense numérique. Donc, en gros, je vais vous parler un petit peu de la notion de sécurité. Et je vais vous présenter quelques gestionnaires de mots de passe, qu'est-ce que ça peut faire pour vous, puis comparer les prix de certains gestionnaires de mots de passe. Donc, on va commencer par un à propos de qui sommes-nous. Ensuite, je vais vous présenter les menaces physiques et les menaces à distance auxquelles vous pouvez être confrontés dans le domaine numérique. Et c'est ça, comme mentionné précédemment, vous présenter de manière générale qu'est-ce qu'un gestionnaire de mots de passe et pourquoi on veut ça. Donc, nous, c'est le 01 Homme numérique de l'Estrie, par la culture, pour la culture. Nous préférons les gens aux machines et le café ou le thé à l'eau. Et ça, c'est poignant de vérité. Nous offrons de savoir-faire et nous vivons de notre... Non, oups. Nous offrons de savoir et nous vivons de notre savoir-faire. Show must go on. Donc, pour commencer avec, dans le vif du sujet, les menaces physiques. Juste un petit préambule à ça. Dashlane avait fait un sondage environ un an pour savoir c'était quoi les genres de menaces auxquelles les gens étaient confrontés, puis aussi pour savoir les pratiques de sécurité numérique que les gens employaient, puis voir à quel point c'était terrible. Puis ça a quand même sorti des chiffres assez poignants, dont 30% des utilisateurs avouent réutiliser leur mot de passe professionnel dans un cadre personnel, puis 22% des gens réutilisent les mêmes mots de passe pas mal tout le temps. Donc, c'est tous des choix qu'on va faire, puis idéalement, le bon choix, ce serait d'utiliser des bonnes habitudes numériques, de toujours changer les mots de passe, ce que nous allons voir dans la présentation aujourd'hui. Donc, les menaces physiques, quelles sont-elles? D'où vient la menace? Premièrement, la menace physique, c'est si on écrit son mot de passe sur un petit bout de papier puis qu'on le colle dans le coin de son écran. Bien, ça fait partie d'une menace. Le mot de passe peut être compromis, il peut être vu par n'importe qui, puis n'importe qui est à côté de vous peut voir votre mot de passe. Donc ça, il ne faut pas faire ça. Tout simplement ne pas mettre de mot de passe à son ordinateur quand on l'ouvre, qu'il se réveille. Ça aussi, c'est une faute. On est mieux de toujours mettre un mot de passe pour des manières de sécurité. Et aussi, une autre menace physique, ce serait de se connecter à un réseau non sécurisé, qui peut être dans un café ou dans un endroit public, et de juste afficher son ordinateur au public. Normalement, on a l'option de rester en mode privé ou rentrer public. Normalement, ça l'avise quand on est sur un réseau public, mais on est mieux de toujours mettre navigation privée lorsqu'on est sur un réseau public. Donc, méthode de protection contre les mots de passe, c'est ne pas écrire son mot de passe sur un papier et encore moins de le laisser traîner. Mettre un mot de passe sur son ordinateur, autant quand on l'ouvre que pour la veille. Si on a déjà un gestionnaire de mot de passe, ce serait de déconnecter son gestionnaire de mot de passe fréquemment après l'avoir utilisé ou idéalement le mettre en déconnexion automatique. Et aussi, toujours garder les outils de protection à jour. Donc, ça peut être les outils qui viennent par défaut avec Windows ou Mac, mais les firewalls, si on a un antivirus, toujours garder ça à jour. Ça empêche les nouveaux virus, les nouvelles menaces de se présenter sur notre poste informatique. Donc, maintenant, les menaces à distance, j'en ai isolé 8. dont une plus importante que les autres, plus importante, qui a plus à dire que les autres. Donc, je vais faire un survol des 8 menaces auxquelles on peut être confronté, puis plus parler de la dernière menace, qui est plus précisément l'hameçonnage. Donc, les menaces à distance. C'est un petit peu touché, les menaces à distance, parce que c'est sournois. C'est pas des choses qu'on peut nécessairement voir arriver. Ça peut se passer, mais ça se passe quand on ne le voit pas, pour la plupart du temps. Donc, le plus qu'on peut faire, c'est de la prévention, d'être au courant que ces choses-là se passent, puis d'agir en conséquence. Mais pour ce qui est des actions quand ça se passe, ça, c'est un autre sujet qu'il faudrait parler à des professionnels de la sécurité numérique si jamais vous êtes victime d'une de ces 8 choses-là. Donc, premièrement, le maliciel, ou aussi appelé un malware en anglais, c'est un virus ou un spyware ou un verre
qui va s'insérer dans votre ordinateur et qui va faire des choses à votre insu. Donc, ça peut être d'exécuter un programme qui va ramasser de l'information, qui va juste utiliser les performances de votre ordinateur pour faire d'autres choses, envoyer de l'information sur un serveur externe ou quoi que ce soit. Ça, c'est un maliciel. Ça, on n'en veut pas. Comment on attrape ça, un maliciel? On peut attraper ça par courriel, cliquer sur des liens indésirés dans des courriels qu'on ne voulait pas, des pourriels. Ça peut être un logiciel louche téléchargé sur des sites peu recommandables. Ça peut être tout simplement lié à une faille, une vulnérabilité du système d'exploitation qui n'a pas été mis à jour encore ou quoi que ce soit. Donc là, les gens peuvent profiter de cette faille-là. Donc, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est vraiment juste de s'assurer que les choses qu'on télécharge, ça vient d'une source sûre. Pas cliquer sur les petits liens suspects. Et encore une fois, toujours garder le système d'exploitation et les outils, le firewall à jour. Un autre type d'attaque auquel on peut être victime, c'est des DDoS, des attaques qui va juste saturer le service que vous offrez pour le rendre inaccessible à ceux qui essaient légitimement d'avoir accès à ça. Donc, c'est des ordinateurs qui envoient incessamment des requêtes sur votre site Internet ou un service ou un réseau, puis jusqu'à temps que le réseau ne sache plus quoi faire, puis va juste fermer pour tout le monde. Donc ça, généralement, la source, c'est quelqu'un qui s'attaque directement à vous. Donc, c'est pas nécessairement c'est pas de votre faute, c'est quelqu'un qui vous fait ça. Mais une manière qu'on peut voir ça, ce serait de monitorer le trafic sur les sites et les réseaux de l'organisation. Une fois de temps en temps, aller voir si des choses inhabituelles, s'il y a des requêtes excessives, mais là, on peut être victime de ce type d'attaque. Il y a les attaques au mot de passe. Ça, c'est des personnes qui tentent de s'authentifier ou de s'identifier sur des sites Internet en utilisant vos identifiants. Puis pour ça, il va falloir qu'ils sachent c'est quoi vos mots de passe. Donc, encore une fois, c'est des individus qui s'attaquent directement à vous. Donc, il y a plusieurs sortes d'attaques de mots de passe. Il y a des attaques forcées, que ça va être un logiciel qui va utiliser plusieurs combinaisons possibles de lettres, de symboles, jusqu'à temps que peut-être ils réussissent à trouver votre mot de passe, d'où le fait que souvent les sites nécessitent des caractères spéciaux, des majuscules, tout ça, ça complexifie vraiment la tâche d'une attaque forcée. Il y a aussi des attaques qui vont juste utiliser simplement un dictionnaire de mots de passe qui ont déjà été compromis par le passé. Donc ça, les malfaiteurs peuvent faire l'acquisition de ce genre de dictionnaire-là sur les internets. Puis ensuite, juste passer en liste tous les mots de passe jusqu'à temps de voir si jamais vous utilisez un de ces mots de passe-là. Donc, ces mots de passe-là, on peut en savoir quelques-uns, sont affichés sur Internet. Puis idéalement, ne pas choisir un de ces mots de passe-là. Il y a aussi un keylogger. Ça fait partie d'un malware qu'on parlait tantôt. C'est un logiciel qui va être installé sur l'ordinateur puis qui va enregistrer toutes les touches de frappe qui ont été faites sur le clavier. Puis ensuite, ça va être envoyé à la personne. Donc, encore là aussi, on parle d'une attaque ciblée. C'est quelqu'un qui vous ciblerait. Mais c'est ça. Ça peut être un keylogger. À ce moment-là, si la personne a les entrées du clavier, c'est très facile, aussi facile que de regarder le mot de passe sur un petit post-it au coin de l'écran pour pouvoir s'authentifier à votre place. Donc, c'est ça. Pour essayer de contrer ça, ce qu'on peut faire le plus possible, c'est de ne pas réutiliser ces mots de passe, d'utiliser des mots de passe compliqués, d'utiliser des mots de passe qui ne font pas partie du dictionnaire. Il y a aussi l'option qui est de plus en plus populaire, c'est d'utiliser des phrases de passe. Donc, c'est plusieurs mots ensemble, ça fait quelque chose de long. C'est beaucoup plus difficile à décrypter. Donc, on peut se faire un genre de petit système, par exemple, Facebook, les 4 premières lettres, F-A-C-E, insérer un mot pour ça. Donc, faire avancer ses enfants, ça peut être une phrase de passe. Puis pour Google, G-O-O-G, on pourrait, par exemple, grande, outarde, outrageusement gentille. Donc là, on a un long mot de passe, pas nécessairement difficile à retenir pour vous, mais excessivement difficile à craquer. On peut aller, je vais faire un petit exemple pendant que nous y sommes. Ici, j'ai un site, j'ai mis le lien de ça à la fin du document, mais c'est pour tester la force de mot de passe. Donc, mettons que si j'ai dit bonjour, ça c'est mon mot de passe, il est grand temps de changer de mot de passe, mot fréquemment utilisé, est aperçu 80 694 fois. Donc, ça c'est pas très bon, mais si je prends mon exemple de tantôt, grande
outarde, outrageusement gentille. C'est sûr que c'est un long mot de passe, mais ça va prendre plus de 10 000 siècles avant qu'un outil brute force soit capable de déchiffrer, d'avoir accès à votre compte en utilisant ce mot de passe-là. Donc, c'est assez sécuritaire. C'est quoi l'URL? Je l'ai mis à la fin du document. L'URL, c'est password.kaspersky.com. Je vais vous le montrer à la toute fin. Donc, il y a aussi l'homme du milieu. Ça, c'est quelqu'un qui intercepte l'échange entre vous et un serveur. Encore là, ça se passe sur des sites Internet qui ne sont pas sécurisés. Généralement, les navigateurs sont assez au courant de ça pour afficher une petite mention. Attention, êtes-vous sûr de vouloir continuer dessus sur ce site-là parce que le site n'est pas conforme aux règles de sécurité de l'Internet. Donc, encore là, pour ça, il y a un petit préavis. C'est peut-être juste trouver un autre site à aller si jamais vous avez besoin de quelque chose qu'un autre site pourrait offrir. Donc, il y a la petite image en bas. On voit que normalement, la connexion devrait se faire entre la personne et le serveur à gauche, mais là, il y a quelqu'un qui intercepte ça et qui peut ensuite juste prendre les données, voir c'est quoi l'information. Mais vous n'en serez pas nécessairement conscient parce que la connexion est quand même faite au serveur et vous allez envoyer et recevoir les informations. Donc, la défense, c'est un VPN. Utiliser une bonne encryption de WPA et les sites qui utilisent bel et bien les protocoles actuels de sécurité informatique HTTPS. Pour la 5e menace à distance, ce serait le téléchargement furtif. Ça, c'est un téléchargement qu'on ne sait pas qui est en train de se télécharger. Donc, vous n'allez pas avoir la petite barre en bas de votre navigateur qui dit que l'élément est en train de se télécharger. Encore une fois, c'est très difficile à prévoir qu'on va être victime de ça. Donc, le plus qu'on va faire, c'est d'être conscient que ça peut arriver et de faire attention quand on navigue sur les sites Internet et de garder le navigateur et le système d'exploitation à jour. Ça se passe uniquement sur les sites web et certains courriels. Le malvertising, ça, on en voit tous peut-être plusieurs fois par jour, ou on en a tous déjà vu, c'est les publicités frauduleuses sur les sites web, les pop-up ou quoi que ce soit. C'est toutes des choses qu'on ne doit jamais cliquer. Je suis pas sûr qu'on a tous déjà vu les célibataires d'un quartier qui n'attendent que vous, ou tout ce genre de petites choses-là. Pendant un certain temps, il y a quelques années, il y avait des pop-up qui disaient que votre ordinateur est... le site a scanné votre ordinateur et vous avez un virus dessus. Donc, vite, cliquez sur télécharger pour télécharger l'antivirus. Donc, ça, c'est une malvertising. Et ça lit aussi logiciel voyou juste à côté. C'est des logiciels qui personnifient un logiciel de sécurité qui va se dire qu'il va régler toute la situation, mais en fait, c'est un malware. Donc, encore là, c'est ça, c'est dans les téléchargements, les publicités. Ça va se faire passer pour quelque chose d'autre que ce n'est pas. Puis, donc, pour ça, encore une fois, les sources sûres, les antivirus connus sont connus. Donc, juste aller voir la liste des antivirus qui sont reconnus par les pairs et n'utiliser que ceux-ci. C'est ça. Donc, utiliser un logiciel de confiance et un pare-feu à jour et le système d'exploitation. Encore là, on va pouvoir être avisé. Si tout ça est à jour, il y a quelque chose qui devrait comprendre que c'est pas censé être ce logiciel-là qui est téléchargé. Le gros morceau de ces 8 menaces à distance-là, c'est l'hameçonnage, parce que ça, on peut facilement tomber victime de ça, on peut en recevoir, c'est quelque chose qui est actuel, il y en a relativement beaucoup, et les gens abusent de ça. Donc, ce que c'est l'hameçonnage, c'est quelqu'un qui rentre en communication avec vous et qui se fait passer pour quelque chose qui n'est pas et qui va chercher à avoir des informations importantes à ce sujet-là. Donc, l'hameçonnage, en gros, c'est des individus, on peut appeler ça des ingénieurs sociaux qui utilisent habilement la nature humaine pour avoir ce qu'ils veulent, dans le sens qu'ils vont essayer de stresser ou d'offrir quelque chose qui est beaucoup alléchant, ou ils vont utiliser aussi la peur d'un courriel pour aller vous chercher pour que vous sentez que « Ah ben, j'ai pas le choix de faire ça parce que sinon je vais être dans le pétrin ». Et aussi la peur de passer à côté de quelque chose. Donc le fear of missing out qu'on appelle. Ils ont en gros
8 outils qu'ils utilisent pour pêcher. Donc, dans le guide pratico-pratique des techniques de pêche numérique, on a premièrement l'APA. Ça, c'est le message frauduleux personnifiant un individu ou une marque de confiance. Ça, on a vu ça quand même récemment, au début de la pandémie. Il y avait des gens qui appelaient pour se faire passer pour l'Agence de revenus du Canada en disant que c'était urgent, ils avaient rencontré une fraude dans leur dossier, puis qu'il y avait eu trop d'argent, puis qu'il fallait immédiatement qu'ils leur donnent les informations, sinon ils allaient se ramasser avec des pénalités financières et sûrement des pénalités légales. Donc ça, c'est un cas d'APA, c'est le message qui a été envoyé, puis après ça, la personne va potentiellement mordre à cet APA-là. Le leur, c'est si c'est un courriel ou un message, c'est le lien sur lequel on va cliquer qui va nous emmener à rentrer nos informations d'authentification. Dans le fond, ça peut être quelque chose qui fait passer pour Facebook. On clique sur le lien, l'adresse en haut n'est pas tout à fait pareille, mais la page a l'air de la même chose. Et donc là, quand ça va être le temps de s'identifier, on ne s'identifiera pas sur Facebook, on va s'identifier sur les serveurs des personnes qui tentent de nous hameçonner. Le moulin, ça c'est juste un outil qui appartient à ceux qui font l'hameçonnage. Ils recherchent les personnes ciblées, ils vont essayer de trouver un moyen de contacter le plus de personnes possible. Donc dans le cas de ceux qui ont profité de la PCU, ceux qui sont membres de Desjardins par exemple, ceux qui ont des comptes Microsoft, tout ça, c'est le moulin qui va s'occuper de ramasser tout ce monde-là ensemble. Il y a l'hameçon, ça c'est ce qu'il y a au bout de la ligne, c'est le courriel qui est envoyé. Ça peut être un message texte qui est envoyé, ça va être l'appel téléphonique, ça c'est l'action qui va nous faire potentiellement mordre à l'APA. Ensuite, on a le pôle, qui est un kit d'hameçonnage ou un outil automatisé. C'est dans le sens que les gens qui font ça, ils utilisent des outils un petit peu l'équivalent de MailChimp, mais pour envoyer ça en masse, pour ramasser le plus de gens possible, puis après ça, les autres, ils reçoivent tous les identifiants qui ont été reçus. Et ils vont pouvoir faire bon leur semble avec ces informations-là. Puis la capture, quand on parle de capture, qu'est-ce qu'est le capture? C'est des informations, des informations d'authentification. Ça peut être carrément de rentrer dans votre ordinateur. Ils vont peut-être demander de l'argent. Donc, le même sondage qui a été fait par Dashlane pour la sécurité numérique ont sorti des chiffres que les conséquences de l'hameçonnage, c'est 60% des conséquences sont des pertes de données. Il y a 52% des informations d'authentification qui sont compromises. Il y a aussi des ransomware qui sont installés, 42%. 29% se conclut avec l'installation d'un malware sur l'ordinateur suite à la visite d'un site qui était pas sécuritaire. Et 18% perte financière ou un transfert bancaire frauduleux. Donc, c'est une menace qui est bel et bien réelle, donc à laquelle il faut faire attention. Donc là, on voit, comme dans l'exemple de la PCI, de la PCI, l'Agence de recouvrement du Canada, il utilisait beaucoup les stratégies de peur et d'urgence, dans le sens qu'il faut immédiatement que vous nous donnez des informations, sinon vous allez avoir des pénalités, ça fait manque de preuve, pas de collaboration, donc il y a vraiment la peur et l'urgence qui sont utilisées. Il y a aussi, l'an passé, si je ne me trompe pas, il y a eu 50 000 comptes de Microsoft qui sont faits hameçonner comme ça. Juste un petit courriel qui disait Meeting Teams manqué, veuillez juste vous authentifier pour avoir le reçu de c'était quoi le meeting. Mais il n'y a jamais eu de meeting, donc ceux qui sont authentifiés, ils sont fait voler leurs informations d'authentification. Puis on peut quand même voir qu'est-ce qui peut faire en sorte que le message soit un hameçon, parce que il y a souvent dans l'envoyeur, c'est le nom du domaine ne correspondrait pas à 100% du nom de la compagnie. Comme dans le cas de Teams Meetings manqué, l'adresse Microsoft, il manquait un O dessus. Donc, quand on sait, on peut regarder le nom de l'envoyeur ou le nom de domaine sur lequel on est redirigé. Si ce n'est pas exactement le nom de domaine de la personne ou de l'entreprise à laquelle on doit s'attendre à être en communication avec, il y a un problème. Ça peut être, comme là, je vous dis des petits exemples, Google, le L, c'est en fait un I majuscule, ça c'est un petit peu difficile à voir, mais faut être attentif à ça. Desjardins, il n'y a pas
S à Desjardins, ça pourrait être le S à la fin de Desjardins aussi, mais c'est tous ces genres de petites attentions-là que ça n'a pas le choix d'en avoir. Ça ne peut pas être le nom de domaine d'origine de la personne qui vous l'envoie. C'est sûr que c'est un autre nom de domaine qui ressemble assez fortement. Dans le sujet du courriel, c'est des sentiments d'urgence, comme on parlait, c'est une campagne de peur ou des offres trop alléchantes. Donc encore là, une compagnie qui veut rentrer en communication avec vous pour vous dire qu'il y a un problème, vous n'avez pas juste une journée pour agir. Là. Mais eux autres, ils font en sorte que si vous n'agissez pas maintenant, il va y avoir des conséquences graves. Et c'est dans le piège qu'il ne faut pas tomber. Sinon, dans le corps du message aussi, puisque c'est des choses qui sont envoyées à plusieurs personnes qui ne savent pas nécessairement qui vous êtes, le corps du message ne contiendrait pas nécessairement votre nom. Donc, ça va s'adresser à quelqu'un en général, cher utilisateur ou cher. Ce ne sera pas votre nom, à moins que ce soit un hameçonnage très ciblé. Mais ça, il y a peu de chances que ça arrive. Puis sinon, il y a des fautes d'orthographe aussi fréquemment dans tous ces messages-là, là, que c'est souvent écrit à la hâte pour essayer d'attraper pas mal de monde. Donc, ce serait un petit peu ça qui conclurait l'hameçonnage. C'est complexe, c'est difficile. Ça peut être difficile de spotter parce que c'est des gens habiles qui font ça. Les pages sur lesquelles vous allez pouvoir être redirigé, ça va être exactement le même look, la même visuel que les pages que vous êtes habitués de visiter. Donc, c'est vraiment au niveau du nom de domaine. Il faut être très vigilant s'il y a un message qui vous semble louche ou s'il y a quelque chose qui semble trop vous prendre par la peur, ben, posez-vous des questions. Maintenant, sur un sujet un petit peu plus léger, gestionnaire de mots de passe. Compliquer les mots de passe sans se compliquer la vie. J'ai une petite mise en garde à faire à propos des gestionnaires de mots de passe, c'est que c'est difficile de revenir en arrière quand vous avez commencé à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ça facilite la vie à plein de manières différentes. Ça facilite le travail en collaboration aussi pour le partage de mots de passe au sein de l'organisation. Donc, vous êtes avertis, si jamais vous commencez à utiliser ça, c'est très positif ce que ça amène dans la vie de quelqu'un. En gros, ça permet de... tout le monde a sûrement déjà utilisé la fonction d'entrée automatique, saisie automatique qui vient avec les navigateurs de Google ou Firefox. Un gestionnaire de mots de passe, c'est sensiblement exactement comme ça, sauf que c'est beaucoup plus robuste, ça vient avec d'autres fonctionnalités qui sont des fonctionnalités de partage ou de storer plus d'informations que simplement un mot de passe. Il y a des informations bancaires, des notes sécurisées. Il y a tout type d'informations peut être enregistrées de manière sécuritaire dans le gestionnaire de mots de passe pour ensuite être partagé à qui vous le voulez bien. C'est quand même un gros enjeu dans les organismes, la gestion des mots de passe, parce que tout le monde est conscient qu'il faut bien faire ça, puis d'avoir des mots de passe compliqués, tout ça, mais ça vient aussi avec une charge de travail, veut pas, de choisir les mots de passe, retrouver les mots de passe après ça, sans gestionnaire, ça implique nécessairement que soit les mots de passe sont beaucoup trop simples, ou sont écrits dans un fichier Excel, dans un document texte, ou qu'importe c'est quoi votre gestion des mots de passe que vous faites à la maison, mais c'est difficile d'atteindre le seuil de sécurité numérique recommandé pour les mots de passe en le faisant soi-même. C'est facile de juste prendre des raccourcis, de réutiliser un mot de passe pour quelque chose d'autre. Donc, le gestionnaire de mots de passe, ça facilite vraiment la sécurité informatique à ce niveau-là. Donc, ce que c'est qu'un gestionnaire de mots de passe, c'est un logiciel ou une application web. Généralement, les deux sont disponibles, même trois si on compte la version iPhone ou Android, qui sauvegarde les mots de passe, les informations de paiement et les notes de manière sécuritaire. Ça permet aussi la saisie automatique des informations enregistrées lorsque vous naviguez sur les sites Internet. Ça permet le partage aussi de ces informations-là avec les membres de votre organisation ou des membres de la famille ou qu'importe comment que votre compte est configuré. Ça permet de partager les informations que vous avez enregistrées à plusieurs personnes. C'est aussi avantageux au niveau de la synchronisation, parce que ça synchronise quand vous allez télécharger, par exemple, l'application web sur un navigateur ou sur un bureau, un autre ordinateur, vous allez avoir accès au même mot de passe en tout temps pour vous authentifier partout où vous devriez aller. Donc, ça vient avec certaines limitations, ça vient aussi avec des bonnes pratiques.
ça vient avec un certain léger danger que tous les mots de passe sont toujours disponibles lorsque le gestionnaire est ouvert sur votre ordinateur. Donc, il faut quand même adopter une certaine rigueur au niveau de fermer le gestionnaire de mots de passe quand on ne l'utilise pas, ou surtout fermer le gestionnaire de mots de passe quand on prête notre ordinateur à quelqu'un si jamais la personne en a besoin. Il y a moyen de configurer la déconnexion automatique après un certain temps dans chaque gestionnaire de mots de passe, donc ce serait une bonne habitude à adopter. On vient vite dépendant du gestionnaire de mot de passe, c'est pas positif ni négatif, mais c'est juste qu'on en vient dépendant. Donc après ça, si jamais on arrête d'utiliser ça, ben là, on se ramasse un petit peu dans le trouble. Et une autre chose à faire attention, c'est que le mot passe-maître devient très critique, parce que dans le sens que quand on utilise le gestionnaire de mot de passe, on a le mot passe-maître qui nous permet de rentrer, voir les informations qu'on a dans le gestionnaire de mot de passe. Donc c'est ce mot de passe-là qui contrôle d'une quelque sorte tous les autres mots de passe que nous avons. Donc il ne faut pas le perdre, il faut faire attention. Puis il y a aussi des choses à prendre en considération, des procédures, par exemple, si on est indisponible ou si on a un accident ou quoi que ce soit, que les gens ont besoin de ces informations-là, ben, il faut qu'ils connaissent le mot de passe. Donc il y a certaines procédures avec des gestionnaires de mots de passe qui permettent de nommer une personne dédiée si jamais vous êtes dans la capacité d'avoir accès à ces informations-là. Mais c'est ça. Le mot de passe devient critique, puis si quelqu'un met la main sur ce mot de passe-là, ben, il met la main sur 100% des mots de passe que vous avez. Donc, il faut faire attention à la sécurité de ce mot de passe-là, il faut qu'il soit robuste. Maintenant, on peut comparer. On a fait en fait la comparaison de 4 gestionnaires de mots de passe. On a noté c'est quoi les prix, c'est quoi, quelle fonctionnalité vous auriez avec l'un ou l'autre, puis on a mis des petites étoiles appréciatives dessus. Donc le premier, ce serait OnePassword, qui est très populaire, très apprécié de plusieurs. LastPass, qui est aussi également apprécié. Dashlane, qui est un petit peu plus controversé au niveau de l'utilisation des fonctions que le gestionnaire de mot de passe a. Et finalement, Bitwarden, qui est le seul de ces trois-là, qui est un gestionnaire de mot de passe open source. Donc ça peut être quelque chose qui est intéressant pour certains, ou alléchant. En commençant par OnePassword. OnePassword n'offre aucun compte gratuit, donc vous êtes obligé de payer pour commencer à utiliser OnePassword. C'est la version premium uniquement, qui commence à 3$ USD par mois par utilisateur. Il y a le tarif familial qui compte 5 utilisateurs, donc qui peut s'appliquer aux petites entreprises qui a 5 utilisateurs, ça va s'appliquer à 5$ par mois. Le tarif entreprise qui est 4$ par mois par utilisateur, puis ça inclut le rabais Texo pour les organismes non lucratifs. Pour les notes appréciatives, l'utilisation personnelle et organisationnelle est impeccable. Ça va très très bien pour gérer ces mots de passe, les classer, les partager. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Puis ça a les mêmes fonctionnalités, ils ont toutes les mêmes fonctionnalités en gros. LastPass, vous allez avoir le droit d'essayer un compte gratuit sur un appareil. Si jamais vous êtes tenté d'essayer ça, essayez-le sur un appareil que vous utilisez souvent. Si par la suite vous décidez de l'utiliser, on va tomber à 4,25$ par mois pour un simple utilisateur. Sinon, le tarif d'entreprise, c'est 5,50$ par mois. Mais il n'y a pas de rabais au BNL, mais ça reste un petit peu plus cher que OnePassword. Dashlane, le compte gratuit, vous avez droit à 50 mots de passe sauvegardés et un appareil. Donc, encore une fois, choisissez bien l'appareil sur lequel vous voulez l'essayer si jamais vous êtes curieux. Puis là, on tombe à 2,50$ par mois par utilisateur pour le tarif entreprise, incluant le rabais Texo, si jamais ça vous intéresse. Et le plus avantageux, autant au niveau du prix qu'au niveau de l'expérience d'utilisation, c'est Bitwarden, parce que le compte gratuit est bon pour 2 personnes, donc vous allez pouvoir partager autant d'informations que vous voulez entre ces 2 personnes-là. Ça peut marcher impeccablement pour des petites organisations. Ensuite, si jamais on veut l'avoir personnellement, c'est 83 sous par mois par utilisateur pour avoir la fonction premium qui est autant complète que toutes les 3 précédentes. Le tarif familial qui est bon jusqu'à 6
licences. Donc, une organisation de entre 3 et 6 peuvent aller sur le tarif familial pour 3,33 USD par mois. Et sinon, si l'organisation est plus grosse que ça reste encore une fois le moins cher. C'est 2,25 USD par mois par utilisateur. Il y a juste 25% de rabais aux OBNL, mais ça revient quand même moins cher que tout ça. Donc, notre coup de cœur à nous, c'est Bitwarden. Puis sinon, le coup de cœur de l'Internet en général, c'est OnePassword. Mais ils font tous sensiblement le même job. C'est juste l'expérience qui va être différente de votre utilisation qui va être différente. Maintenant, quelques petits bonus. 4 conseils et 2 outils bien pratiques, dont un que je vous ai déjà montré tantôt. Conseil de changement, si jamais vous décidez d'implanter un gestionnaire de mots de passe dans votre organisation, il y a moyen d'importer les mots de passe qui sont déjà sauvegardés dans votre navigateur, donc c'est pas compliqué, ça va être une exportation en .csv de votre navigateur, puis après ça, il y a moyen de tout importer ça très rapidement dans le logiciel. Encore une fois, si vous avez une méthode fichier Excel ou quoi que ce soit, il y a peut-être moyen de configurer ça pour que l'importation soit plus facile de tout ça. Il faut prendre en considération aussi les paramètres de partage. Si vous êtes une relativement grosse organisation, c'est un petit peu comme les mêmes paramètres de partage, mais une question à se poser que quand vous devez partager un document ou un travail collaboratif sur le Drive, c'est qui qu'il faudrait qu'il ait accès à ces informations-là. Donc, juste peut-être penser aux équipes de travail. Un conseil, ne pas mélanger les mots de passe personnels et les mots de passe professionnels. Surtout pas si vous utilisez tout le temps le même mot de passe parce que ça compromet tout le monde. Et communiquer. Si vous faites des changements, communiquer. Il y a des gens qui n'auront pas ça, mais il faut écouter les commentaires, essayer de s'adapter le plus possible, puis être transparent à qu'est-ce que l'organisation va faire avec ces mots de passe-là, tout ça. Juste transparence, communication, c'est toujours important. Et les 2 outils en bonus, le premier, c'est vérifier la force de son mot de passe, qui est, comme on a vu tantôt, là. Et le deuxième, c'est vérifier si un compte a été compromis sur le Dark Web. J'ai récemment entendu dire que Firefox offrait aussi cette fonctionnalité-là, si on s'inscrivait quelque part dans les options à la surveillance du Dark Web. Mais en gros, ça va juste regarder si votre adresse a déjà été victime d'une faille de sécurité en quelque part. Par exemple, une des grosses, MySpace, ça fait longtemps, là, mais MySpace, plusieurs utilisateurs ont déjà été compromis. Donc, l'identifiant puis le mot de passe, il est accessible aux pirates. Donc, encore une fois, si on est quelqu'un qui utilise les mêmes mots de passe partout, la personne qui tombe sur ces informations-là peut s'identifier et se faire passer pour vous, n'importe où. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les gestionnaires de mots de passe ou si vous avez besoin de compagnie pour magasiner les mots de passe, les gestionnaires de mots de passe ou juste si vous avez besoin d'aide pour implanter ça dans votre organisation, c'est sûr que ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner dans le processus du changement vers une sécurité numérique un petit peu plus accrue. Donc, ne manquez pas la semaine, ça va être tout pour moi en passant. Donc, ne manquez pas la semaine prochaine l'édition sur la découvrabilité et SEO des webinaires. Et merci, à bientôt.